du doo-wop, That Thing, ou vu The Miseducation of Lauryn Hill figurer dans toutes les listes des meilleurs albums de tous les temps, Lauryn Hill n'était pas seulement talentueuse. Elle était une force rare, unique en son genre. Rappeuse, chanteuse, compositrice, productrice, tout à la fois. Du sommet avec les Fugees à 5 Grammy Awards remportés en une seule soirée, son ascension fut fulgurante. Et puis, elle a disparu. Pas de scandale retentissant, pas de tournée d'adieu, juste des concerts annulés, des retards fréquents et une voix qui semblait porter davantage de douleur à chaque retour. Alors, que s'est-il passé? Et comment une artiste avec un seul album studio est-elle devenue l'une des figures les plus commentées de l'histoire de la musique? Dans cette vidéo, nous allons explorer les pans méconnus de son histoire. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi son silence résonne plus fort que bien des albums. Des églises gospel à la gloire mondiale. Lauryn Noel Hill est née le 26 mai 1975 à East Orange, dans le New Jersey. Elle a grandi dans une famille baptiste pratiquante, profondément musicale, incroyablement brillante. Sa mère jouait du piano, son père chantait. Lauryn a absorbé les sons de Curtis Mayfield, Aretha Franklin et Marvin Gaye comme une parole sacrée. Elle n'était pas juste une enfant avec un rêve. Elle était déjà une force en devenir. Au lycée, la lumière de Hill était impossible à ignorer. Elle suivait des cours avancés, faisait partie de l'équipe d'athlétisme, des Pom-Pom Girls, jouait du violon, fondait la chorale gospel de l'école, toujours déterminée, toujours sur scène. Puis, elle fit une rencontre décisive avec Pracazel Pras-Michel. Ensemble, ils créèrent un groupe qui allait devenir les Fugees, avec l'arrivée de Wyclef Jean. Lauryn ne se contentait pas de faire jeu égal dans ce groupe masculin. Elle le dominait. Sa voix alto, riche et rock portait des morceaux comme Ready or Not et Killing Me Softly. The Score ne fut pas juste un succès. Ce fut un séisme. L'album s'est vendu à plus de 17 millions d'exemplaires dans le monde, dominant les classements. Politique, poétique, rentable, il fit de Lauryn Hill la star incontestée du groupe. Mais dans les coulisses, les fissures apparaissaient. Lauryn et Wyclef vivaient une relation amoureuse, une situation qui allait alimenter amertume, trahison et la fin des Fugees. Lorsqu'en 1996, Hill tomba enceinte de l'enfant de Rowan Marley. La tension avec Wyclef devint irréversible. Il était marié à une autre, et le cœur de Lauryn, selon ses proches, fut brisé. Et pourtant, elle avança. Et de ce chagrin, elle enfanta plus qu'un fils, Zion. Elle commença à écrire l'album qui allait transformer sa vie à jamais. The Miseducation of Lauryn Hill fut enregistré en Jamaïque au studio Tuff Gong. Et ce n'était pas juste un album, c'était une révélation spirituelle, la réponse de Hill à la douleur, sa feuille de route vers l'amour, la colère, le pardon et la vérité. Lorsqu'il sortit en août 1998, ce fut un coup de tonnerre dans la culture. Do, Wop, That Thing débuta directement en tête du classement. Hill remporta 5 Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année. Une première pour une artiste hip-hop et encore plus pour une femme. Les critiques la saluaient comme une visionnaire, une prophétesse, une génie qui redéfinissait les genres. Mais personne ne lui demanda si elle allait bien. Sous l'éclat doré de la soirée des Grammys, Hill était déjà au bord de la rupture. L'industrie qui l'avait couronnée reine ne savait pas comment prendre soin d'elle. Et bientôt, Lauryn Hill allait s'effacer dans un silence plus assourdissant que tous les applaudissements qu'elle ait jamais reçus. Le prix de la perfection. La nuit où Lauryn Hill est repartie, avec 5 Grammy Awards, elle rayonnait. Sa voix avait redéfini ce que le hip-hop pouvait être. Sa présence était royale juste. Mais ce que nous ne voyions pas, ce que personne n'était prêt à voir, c'est à quel point elle était déjà en train de s'effondrer derrière ce sourire.
Parce que The Miseducation of Lauryn Hill n'était pas qu'un album. C'était une thérapie, une libération, une tentative de reprendre le contrôle du récit après une rupture, l'œil du public et une confusion spirituelle. Mais une fois sorti, le monde en voulait plus. Plus de musique, plus de Lauryn, plus de magie. Le problème, Lauryn Hill n'avait plus rien à donner. Dans les mois qui ont suivi le succès de l'album, Hill s'est sentie étouffée par les attentes. Elle avait tout donné à Miseducation et quand il a fallu enchaîner, la pression est devenue insupportable. Les dirigeants du label n'offraient donc pas de soutien créatif, seulement des contrats, des délais, des exigences. Pour une femme qui venait d'exposer son âme au monde entier, cela ressemblait à une trahison. En coulisses, elle a commencé à refuser des rôles prestigieux qui l'auraient propulsée au sommet d'Hollywood. Matrix Reloaded, Charlie's Angels, The Bourne Identity, Dreamgirls. Elle a dit non à tout. Pas par manque d'intérêt, mais parce que son esprit était en miettes. Elle était de nouveau enceinte, se retirant peu à peu de la vie publique. Des amis se souviennent qu'elle s'isolait, annulait des rendez-vous, laissait passer des opportunités. Lauryn ne cherchait plus à faire quoi que ce soit, a déclaré plus tard Pras Michel. Elle a juste disparu. Certains parlent de perfectionnisme, d'autres de peur. Mais la vérité était plus insidieuse. Il était dévoré par une machine qui savait exploiter son art, mais pas prendre soin de la femme qu'il avait créée. Puis est venue la plainte. L'équipe de production derrière Miseducation, connue sous le nom de Newark, a déposé une plainte de 50 pages accusant Lauryn de ne pas les avoir crédités correctement. Ils affirmaient avoir écrit ou contribué à plusieurs morceaux. Ils soutenaient que c'était sa vision, ses mots, sa vérité. Mais, aux yeux de l'industrie, elle n'était plus la reine invincible. Elle était devenue une cible. Pour éviter un scandale public, elle a réglé l'affaire à l'amiable en 2001, payant, selon les rumeurs, 5 millions de dollars. Mais le mal était fait. Hill avait voulu écrire un album sur la libération pour se retrouver à nouveau enchaînée, cette fois par le système qu'elle pensait avoir contourné. En 2000, Hill a licencié toute son équipe de management. Elle a cessé de donner des interviews, refusé la télévision, arrêté d'écouter de la musique. À la place, elle s'est plongée dans la religion, suivant des études bibliques 5 fois par semaine et s'alignant avec un conseiller spirituel mystérieux, connu sous le nom de Brother Anthony. Certains proches pensaient qu'il s'agissait d'une figure sectaire, quelqu'un qui se nourrissait de sa vulnérabilité. D'autres pensaient qu'elle cherchait simplement la paix. Dans tous les cas, elle changeait. Son apparence devenait plus austère, son regard plus distant. Et les fans qui l'adoraient autrefois se sentaient exclus par ses discours énigmatiques et son comportement instable. Pourtant, le monde attendait. Quelqu'un qui avait créé un chef-d'œuvre comme Miseducation ne pouvait que revenir plus forte. Mais au lieu d'un deuxième album triomphant, ce qui arriva fut une lamentation murmurée MTV Unplugged numéro 2.0. Enregistré en live en 2001, alors qu'elle était enceinte de son 3e enfant, l'album était brut, acoustique, dépouillé de tout vernis commercial. Il comportait de longues interludes décousues, une guitare minimaliste, des paroles imprégnées d'introspection spirituelle et de douleur personnelle. Les critiques étaient déroutés. Les fans divisaient. Certains y voyaient une chute, d'autres du génie. Exil, foi et confession acoustique. Lorsque MTV Unplugged numéro 2.0 est sorti en 2002, c'était clair. Lauryn Hill avait quitté les tapis rouges pour la solitude. Fini l'artiste lisse et assuré qui avait fait la une du Time Magazine. À sa place, une femme pieds nus, vêtue de vêtements amples, grattant une guitare acoustique avec des doigts calus et pleurant entre les morceaux. Et le monde a regardé, gêné.
La performance de Hill sur Unplugged était une confession dans tous les sens du terme. Elle ne chantait plus pour les gens. Elle se déchargeait devant eux. Entre les chansons épurées, elle parlait pendant plusieurs minutes, oscillant entre prêche et supplication. « Le fantasme, c'est ce que les gens veulent », dit-elle à la foule. Mais la réalité, c'est ce dont ils ont besoin. Sa voix se brisait, non seulement par la fatigue physique, mais par l'épuisement émotionnel. Les médias grand public ne savaient pas quoi faire de cette version de Lauryn. Rolling Stone parla de dépression publique. NME décrit l'album comme une écoute austère et souvent éprouvante. Et pourtant, pour ceux qui savaient écouter, il y avait du génie dans ce chaos. Mystery of Iniquity, l'un des morceaux les plus marquants de l'album, serait plus tard samplé par Kanye West dans All Falls Down. Même incomprise, Lauryn Hill façonnait encore le son de la génération suivante. Mais pour Lauryn, cela n'avait rien d'une victoire, aucun réconfort. Elle s'était retirée de la société, non par prétention, mais par instinct de survie. J'ai dû affronter mes peurs, confia-t-elle à Essence. Maîtriser chaque pensée démoniaque sur l'infériorité, l'insécurité ou la peur d'être noire, jeune et talentueuse dans cette culture occidentale. Au même moment, sa vie personnelle devenait de plus en plus complexe. Elle et Rowan Marley ont eu plusieurs enfants, sans jamais se marier. Leur relation était un tourbillon d'amour, de distance et d'incompréhension. En 2003, ils accueillaient leur 4e enfant, et Lauryn vivait séparée de lui à Miami. Elle qualifia plus tard leur relation de « longue et complexe », marquée par des séparations et des malentendus. Marley aurait été marié auparavant, un fait que Hill n'aurait découvert que bien plus tard. Ce qui accentua son sentiment de trahison et sa fatigue émotionnelle. Son association à but non lucratif, The Refugee Project, dans laquelle elle avait investi son cœur, a discrètement fermé en 2002. Hill explique à plus tard, sourire avec de gros chèques, faire des choses par obligation sans passion, c'est de l'esclavage. Son désenchantement face à la vie publique, au travail caritatif et même à la musique grandissait. Elle commença à rejeter les structures qu'elle avait déjà dit s'embrasser. Puis, en 2003, Hill fait quelque chose d'impensable. Elle se produisit au Vatican. Ce devait être un sommet spirituel, une célébration de la musique et de la foi. Mais Lauryn avait un autre message. Devant de hauts responsables catholiques, bien que le pape Jean-Paul II n'était pas présent, Hill condamna l'Église pour ses dissimulations d'inconduite impliquant des mineurs. Dieu a été témoin de la corruption, de l'exploitation et des abus, déclara-t-elle sur scène. La réaction fut immédiate. La Catholic League la qualifia de « pathologiquement misérable ». Les médias y virent un suicide professionnel. Mais pour Lauryn Hill, c'était un acte de vérité. Et la vérité valait le prix. Dès lors, une chose était claire. Lauryn Hill ne jouait plus selon les règles. Elle ne cherchait plus à plaire à la presse, à apaiser les fans, ni à reconquérir l'industrie. Elle se battait pour son âme, et la prochaine bataille ne se jouerait pas sur scène, ni en chanson, mais devant un tribunal. Tribunaux et effondrement de la confiance. En 2012, le nom de Lauryn Hill refit surface dans les gros titres, mais pas pour un retour musical. Cette fois, c'était une mise en accusation fédérale. Le motif? Ne pas avoir déclaré ses impôts sur un 1,8 million de revenus entre 2005 et 2007. Une fois de plus, la lutte de Hill avec la vie publique et l'oppression systémique atteignait son point de rupture. Mais cette fois, cela s'accompagnait de menottes. Hill ne nia pas les accusations. Elle apporta au contraire un contexte. Dans un message depuis supprimé sur son Tumblr, elle expliquait s'être retirée de la société pour protéger sa famille, d'un climat d'hostilité,
de privilèges injustifiés, de manipulation, de préjugés raciaux, de sexisme et d'agisme. Elle s'était isolée, non pas par refus de la loi, mais parce qu'elle ne faisait plus confiance au monde qu'il avait autrefois applaudi. Lors de son passage devant le tribunal, en juin 2012, elle plaida coupable. Le juge lui rappela qu'un remboursement était attendu. En avril suivant, elle n'avait payé que 50 000 $ sur une facture de 554 000, ce qui ne fut pas bien reçu par la Cour. Elle risquait l'expulsion de sa maison de South Orange dans le New Jersey. La ville déposa même une plainte civile contre elle pour avoir géré une entreprise sans autorisation de zonage. Mais Lauren ne supplia pas. Au contraire, lorsqu'elle prit enfin la parole, ses mots furent d'eau bouleversants. « Je suis l'enfant d'anciens esclaves à qui un système a été imposé. On m'a imposé un système économique. » Une déclaration typique de Lauryn Hill, reliant sa souffrance personnelle à des siècles d'injustice systémique. En mai 2013, elle fut condamnée à 3 mois de prison, 3 mois d'assignation à résidence et 1 année de probation surveillée. Ses fans furent choqués, certains outrés, d'autres acquiescèrent en silence, comprenant que sa chute n'avait jamais été une question d'argent, mais de principe. Avant d'entrer à l'établissement correctionnel fédéral de Danbury en juillet, Hill sortit Neurotic Society Compulsory Mix, un morceau acéré et haletant sur la décadence culturelle. Elle a demi plus tard avoir été contrainte de le publier à cause de délais contractuels. Mais les paroles, mélange vertigineux de paranoïa et de vérité, montrent que sa flamme ne s'était pas éteinte. Même face à la défaite légale, elle ripostait comme elle savait le faire, avec des paroles qui transpercent. Libérée en octobre 2013, elle respecta son assignation à résidence et reprit ensuite ses tournées. Mais les cicatrices étaient visibles. Ses concerts devinrent imprévisibles. Lors d'un spectacle célèbrement chaotique, elle arriva avec 2 heures de retard et répondit aux critiques en disant « Vous avez de la chance que je monte encore sur cette scène. » Sa vie personnelle restait complexe. Rowan Marley était passé à autre chose, et bien qu'ils ne se soient jamais mariés, leur lien demeurait, compliqué par leurs 5 enfants. En 2011, il donna naissance à son 6e enfant, Mika. L'identité du père n'a jamais été révélée publiquement. Et pourtant, elle trouvait encore des moyens de créer un art qui comptait. En 2015, elle prête à sa voix au documentaire suédois Concerning Violence sur les luttes de libération africaine. Elle enregistra également 6 morceaux poignants pour la bande originale de What Happened, Miss Simone, chacun rappelant la puissance qu'elle détenait toujours. Les critiques parlèrent donc de sa performance studio la plus complète depuis Miss Éducation. NPR salua sa capacité à canaliser la rage, le chagrin et la fierté dans une œuvre brute et transcendante. Mais ses prestations restèrent inconstantes. En 2016, il arriva avec près de 2 heures et demie de retard à un concert à Atlanta. Les fans furent furieux. Elle expliqua plus tard sur Facebook qu'elle avait besoin de synchroniser son énergie avec le moment. Une déclaration qui en désorienta certains et en rassura d'autres. Pour Lauryn Hill, l'art avait toujours été un acte spirituel. Mais désormais, même cette spiritualité semblait avoir un prix. Le public réclamait sans cesse le retour de l'ancienne Lauryn, l'étoile polie, la reine des Grammys, la sirène soul. Mais Lauryn Hill ne reviendrait jamais en arrière. Les échos d'une voix jamais éteinte. Dans les années qui suivirent, Lauryn Hill resta un paradoxe. Présente mais distante, révérée mais imprévisible. Quand elle remontait sur scène, c'était comme si le temps se pliait. Le public chantait encore chaque mot de doo-wop, dating, même si elle en modifiait complètement les arrangements. Sa voix, marquée par le temps mais puissante, traversait toujours le bruit.
Et lorsqu'elle apparaissait, elle dominait encore la scène. En 2019, elle enregistra Guarding the Gates pour le film Queen and Slim, un morceau lent et brûlant qui rappela à tous qu'après des décennies, Lauryn Hill savait encore condenser une vie entière de douleur dans un seul couplet. Mais fidèle à elle-même, elle n'en profita pas pour sortir un nouvel album. Pas d'annonce, pas de campagne, juste le silence. Puis vint la pandémie. Le monde s'arrêta. Les projecteurs aussi. En 2021 pourtant, elle fit son retour dans un moment presque mythique qui faillit briser Internet. Lauryn Hill retrouve Ali Fuji pour la première fois en près de 20 ans, interprétant 7 morceaux lors du Global Citizen Live à New York. Le trio Hill, Wyclef Jean et Pras, réunis plus âgés, peut-être plus sages, mais toujours puissants. Lauryn déclara au public « On est encore en train de cuisiner. Ce n'était pas juste de la nostalgie, c'était une résurrection. » Cette réunion donna lieu à une tournée mondiale en 2021, intitulée Diaspora Calling. Elle se voulait un hommage non seulement à leur passé, mais au mouvement qu'ils défendaient, une voix pour les sans-voix. L'alchimie n'était pas parfaite, mais l'énergie, elle, était indéniable. Et pour une fois, les fans crurent que Hill était vraiment de retour. Mais bientôt, les annulations reprirent. En 2023, Lauryn Hill reporta plusieurs dates de sa tournée anniversaire pour les 25 ans de The Miss Education of Lauryn Hill, invoquant une importante fatigue vocale. Les fans furent dévastés, surtout lorsque certains concerts furent annulés seulement quelques heures avant leur début. Hill finit par prendre la parole sur les réseaux sociaux, admettant qu'elle avait tenté de masquer la douleur avec des médicaments, mais qu'elle ne pouvait même plus parler. « Ce n'est ni sûr ni tenable, » écrivit-elle. « Je dois guérir. » La réaction fut partagée. Certains exigeaient des remboursements, critiquant son comportement. D'autres prirent sa défense. « Les artistes sont humains, » écrivit un fan. « Vous seriez en colère si elle chantait sans voix et en colère si elle n'apparaissait pas. C'est perdant, perdant. » Mais ensuite, les choses prirent une tournure plus sombre. Fin 2023, Pramichel poursuivit Hill pour fraude et rupture de contrat, l'accusant d'avoir causé l'échec de la tournée de réunion des Fuji. La plainte la dépeignait comme contrôlante, égocentrique, voire manipulatrice, affirmant qu'elle avait refusé une offre de 5 millions de dollars pour Coachella par jalousie du positionnement à l'affiche. Hill nia tout en bloc, qualifiant le procès d'infondé et rappelant qu'elle avait soutenu Pras financièrement durant ses démêlés judiciaires. La vérité, comme toujours avec Lauryn Hill, reste insaisissable. Son héritage est scellé, mais son histoire continue de s'écrire. The Miseducation of Lauryn Hill figure toujours parmi les meilleurs albums jamais créés. En 2021, il a été certifié disque de diamant, une première pour une rappeuse, et son morceau « Nobody » avec Nas a rappelé au monde que lorsqu'elle parle, les gens écoutent. Mais Lauryn Hill n'a jamais eu besoin des classements pour se sentir légitime. Elle n'a jamais eu besoin de récompenses ou d'applaudissements. Son parcours n'était pas une quête de domination, c'était une question de survie. Elle n'a pas disparu parce qu'elle a échoué. Elle a disparu parce qu'elle a refusé d'être dévorée. Et maintenant que vous connaissez son histoire, brute, complexe et inoubliable, qu'en pensez-vous? Lauryn Hill a-t-elle été injustement traitée par l'industrie? Ou a-t-elle fait des choix en sachant qu'il l'isolerait? Croyez-vous qu'il lui reste encore de la musique à offrir? Ou a-t-elle déjà tout dit? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Et si cette vidéo vous a offert un nouveau regard ou rappelé des souvenirs, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager avec quelqu'un qui écoute encore X Factor et de vous abonner pour d'autres histoires comme celle-ci. À très bientôt.